Bonjour à tous. Où se situe le véritable enjeu des législatives pour le GUSR? Le président du département sera-t-il en capacité de tenir ses engagements concernant la MDPH? Le dossier de l'évolution institutionnelle doit-il être relancé sans tarder? Guy Losbar, le président du département et de GUSR, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Guy Losbar. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau d'Éclair Télévision. Merci. Vous avez enfin décidé de prendre à bras-le-corps le dossier des dysfonctionnements constatés à la maison départementale des personnes en situation de handicap. Il était grand temps. Enfin, ce n'est pas le bon mot, puisque démarré l'élection, nous avions fait le constat de la situation catastrophique de la MDPH. Et très tôt, nous avons mis en place un véritable plan qui nécessitait de faire l'analyse, comprendre pourquoi une telle situation, puisqu'il faut rappeler que j'ai trouvé plus de 8600 dossiers en attente. Nous sommes en 2022 avec des dossiers de 2021, des dossiers de 2020, des dossiers de 2019. Donc il était nécessaire de mettre en place un plan, un véritable plan, où il y a plus d'une quarantaine d'équipes pluridisciplinaires, puisque pour pouvoir traiter ces dossiers, il faut avoir des connaissances en termes au niveau médical, donc avec des médecins qui ont été recrutés, des infirmiers, des assistantes, des psychologues, de manière à pouvoir accélérer le traitement donc, des dossiers et modifier l'organisation au niveau de la structure. Donc c'était une remise à plat nécessaire. Enfin, remise à plat, il y avait cette nécessité de réorganiser, et d'ailleurs c'est ma priorité, au-delà donc, de mes fonctions donc, de président. Tous les lundis, ma semaine commence avec la MDPH. J'ai une réunion de 2 heures avec la directrice, avec les principaux responsables. J'ai eu l'occasion de faire 3 réunions avec l'ensemble du personnel pour bien les impliquer dans cette démarche. J'ai également fait une réunion avec l'ensemble des associations qui s'occupent de l'handicap. Et d'ailleurs, j'ai pris l'engagement pour qu'on puisse se revoir au 30 juin et montrer que la situation s'est améliorée. Ma satisfaction, c'est de voir qu'effectivement, cette situation s'améliore, puisque le nombre de dossiers traités aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui était il y a quelques mois. Ce plan de crise que vous avez donc activé, il va produire donc ses effets rapidement. Il va produire. C'est l'engagement que vous prenez. Voilà, il va produire ses effets rapidement. Ce que je voudrais, c'est que dès le mois de fin juin, nous ayons un fonctionnement quasi normal, parce qu'aujourd'hui, au cours donc, des derniers CDAPH du mois de mai, c'est plus de 2500 dossiers qui ont été traités dans 2 CDAPH. Or, si on fait une comparaison avec l'an dernier, c'était 500 dossiers pour la même période. Ce qui voudrait dire que nous avons vraiment multiplié. Et ce que nous voudrons, c'est qu'au cours du mois de juin, que nous ayons à peu près entre 3 000 à 4 000 dossiers traités, ce qui permettrait de diminuer considérablement le stock. Oui. Aujourd'hui, il y a plus de dossiers de 2019. Il reste, je crois, une cinquantaine de 2020, mais qui seront traités dans les jours, de manière à ce qu'au 30 juin, nous ayons que des dossiers de 2022 et que nous ayons traités, en tout cas, les autres dossiers. Vous revenez de très loin, hein, puisque fin 2021, il y avait plus de 8000 dossiers en souffrance, c'est ça? Voilà, tout à fait, de très loin. Et ce que j'ai eu l'occasion de dire, d'ailleurs, ça a été mal pris par une partie donc, du personnel. J'ai dit que c'est une situation criminelle, puisque vous savez, lorsque vous êtes en situation de handicap, vous êtes aveugle, vous n'avez plus de mobilité. Comment expliquer qu'on puisse couper les doigts pendant des semaines, pendant des mois, puisque nous avons trouvé, il y avait à peu près 1600 personnes où il y avait eu rupture de fin de droit, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun revenu. Mais si vous êtes en situation d'handicap tel qu'aveugle ou mobilité, vous n'avez aucune autre possibilité. Donc, c'est pour cela, dans les 8600 dossiers, nous avons dû faire des priorités. Moi, j'ai demandé à ce que ces dossiers soient traités en priorité. De même que l'AEH ou l'accompagnement des enfants. Donc, il y a des mères de famille qui ne peuvent pas bénéficier de cet accompagnement. Et d'où cette nécessité que c'était, en tout cas, c'est toujours ma priorité. Les agents, le personnel administratif en charge du traitement de ces dossiers, eh bien, tous ces personnels, ils doivent prendre conscience que derrière chaque dossier, il y a l'humain. Voilà, donc très tôt, même pendant la campagne, j'avais eu l'occasion de dire il faut que nous soyons beaucoup plus humains, non pas voir un formulaire, un dossier. Je le disais, je n'étais pas encore président, et en devenant président,
je me suis rendu compte de l'ampleur de cette situation et vraiment de cette nécessité que chaque agent, chaque cadre, chaque agent de la collectivité puisse avoir cette dimension humaine pour le traitement donc, des dossiers. Et en les rencontrant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de volonté, il y a cette volonté de pouvoir bien faire. Parfois, s'il y a des problèmes d'organisation, parfois, s'il y a des problèmes de logistique. En tout cas, mon rôle, c'est de créer les conditions pour que les gens soient dans les meilleures situations, conditions possibles et pour obtenir l'efficacité et la performance, puisque au-delà de la situation de la MDPH, je me suis engagé à ce que dans cette mandature, que les dossiers soient traités au maximum dans les 30 jours. Nous en sommes encore loin, mais il y a cette volonté d'y parvenir. Vous parliez à l'instant de performance, des outils de mesure justement de cette performance et de l'efficacité des dispositions arrêtées seront mis en œuvre? Tout à fait, des outils de performance. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils puissent avoir des reportings, des tableaux de bord, où chaque mois, je puisse, rien qu'en ayant ces tableaux, je puisse connaître quelle est la situation, quel est le délai de traitement au niveau de la MDPH, quel est le délai de l'amélioration de l'habitat. L'amélioration de l'habitat aussi, ça fait plus d'1 an et demi qu'il n'y a pas eu de dossier traité. On a dû remettre un dispositif et qui fonctionne depuis ce mois-ci, et nous avions profité pour mettre en place un système de guichet unique avec la région. Donc vous voyez, au-delà des problèmes purement politiques, il y a un véritable problème administratif à pouvoir mettre en place et remplir ces objectifs. Parce qu'il faut rappeler que le département, c'est la collectivité des solidarités. C'est-à-dire quand quelqu'un vient au niveau du département, c'est quelqu'un qui est déjà en situation difficile, délicate, sociale. Et si nous ne réagissons pas suffisamment rapidement, avec efficacité, c'est lui imposer la double peine. Évoquons à présent, Guy Losbar, la campagne des législatives en cours. Rien à voir avec celle de 2017, ni pour votre parti, ni pour les candidats estampillés majorité présidentielle. Mais rien à voir, puisque, comme vous le dites, en 2017, c'est plus compliqué, chaque candidat, c'était au plus se revendiquer Macron en 2017, je me rappelle, alors qu'aujourd'hui, personne ne veut dire qu'il soit sympathisant ou dans la majorité présidentielle. Et c'est ainsi que si nous avons plus d'une 50aine de candidats, la totalité, en tout cas, je prends le cas de la 3e circonscription, malgré certains élus qui ont été députés dans le cadre d'une majorité, mais personne aujourd'hui ne se réclame. Ce que nous disons, c'est qu'au niveau de Guadeloupe Unie, nous l'avons dit, nous voulons revoir le rapport avec l'État, que nous n'ayons plus ce rapport tutélaire, mais un rapport véritable partenariat. Ce que nous disons également, c'est que l'outre-mer, la vision de l'outre-mer doit pouvoir évoluer. On ne doit plus être considéré comme un territoire de rattrapage, de réparation, même s'il y a des faits, même s'il y a notre histoire, l'esclavage, chlordécone, mais nous sommes des territoires avec des atouts, des potentialités qui doivent être mises en avant. Pour lesquels nous devrions mettre en place des stratégies gagnant-gagnant sur le territoire, mais également avec l'État. Et cela nécessite que nous ayons des parlementaires suffisamment expérimentés, ayant la compétence, mais aussi la capacité de pouvoir défendre nos intérêts auprès du gouvernement, défendre nos intérêts dans le cadre d'une Assemblée nationale. Et c'est pour ces raisons que Guadeloupe Unie a fait le choix des candidats comme Marius Manchard, comme Justine Bénet ou encore Ferdi Luzi, qui ne sont pas des membres du GUSR, puisque souvent on entend dire que notre volonté de tout vouloir ou de tout contrôler, alors que là, ce sont donc des candidats, des Guadeloupéens qui ont fait leur preuve dans le cadre des différentes fonctions qu'ils ont eu à occuper, mais surtout qui partagent ces valeurs et qui sont en mesure de pouvoir les défendre à un autre niveau. C'est indirectement une élection à haut risque pour Guadeloupe Unie? Au risque, non, puisque je suis conscient de chaque élection, avec possibilité de faire connaître ses valeurs, d'atteindre ses objectifs. Et les élections législatives, non. Nous avons fait le choix de candidats. Je participe à la campagne électorale dans ces différentes circonscriptions et je me rends compte qu'il y a une adhésion, quoi qu'on puisse penser sur la nature, sur le rapport ou pas avec le gouvernement, puisque nous,
Nous avons les candidats que j'ai précisés, ils ont signé une charte avec le Guadeloupe Uni, puisque même s'ils ne sont pas membres, nous, à la date d'aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que pour être performant, il faut être dans une majorité. Aujourd'hui, si vous voulez obtenir des résultats, vous irez voir à Richalus au niveau de la région, de même au niveau du département, quelle que soit la ville. Au niveau national, c'est la même chose. On sait très bien qu'un parlementaire, pour être efficace, il doit être dans une majorité. Il doit pouvoir obtenir l'écoute du gouvernement. Et c'est en ce sens que nous, ce que nous disons, c'est un rapport partenarial et que nous n'avons, à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'investiture nationale des candidats donc, du GUSR, mais nous disons que nous sommes dans une stratégie de majorité présidentielle. Où se situe pour vous, Guy Losbar et votre famille politique, le véritable enjeu de ces élections, outre tenter de garantir à Emmanuel Macron une majorité au Palais Bourbon? Non, enfin, nous ne sommes pas forcément uniquement dans une stratégie de permettre à Emmanuel Macron d'obtenir une majorité, mais bien au contraire, je pense que dans cette mandature, les parlementaires auront un rôle capital. Puisque pourquoi? Avec le président de région, nous avions constaté qu'il y avait un décalage, qu'il n'y avait pas donc de coordination entre les parlementaires et l'exécutif. La crise sanitaire a montré cette nécessité qu'on puisse travailler ensemble. Les parlementaires ont leur mission au niveau national et nous-mêmes en charge donc, des deux collectivités. Donc il est nécessaire d'avoir les relais, de bons relais au niveau national. Et c'est surtout cela, d'autant plus qu'on sait que nous allons entamer une mandature compliquée, difficile en termes de crise, en termes d'environnement géopolitique mondial, mais également sur les problèmes institutionnels. Parce que nous disons qu'il faut qu'il y ait une meilleure domiciliation donc, du pouvoir, des marges de manœuvre au niveau local, que nos réalités, nos particularités soient prises en considération. Et cela nécessite que, au-delà d'évolution institutionnelle, que nos parlementaires, chaque fois qu'il y ait une loi, qui puissent pouvoir mettre en avant les réalités et les particularités. Nous savons que les parlementaires de Picardie, de Bretagne, ils le font, puisque souvent on va avoir une loi au niveau national avec des particularités d'application sur un territoire. Et ce qui n'est pas souvent le cas chez nous. Donc c'est déjà première solution. Mais que ces parlementaires soient en lien avec les exécutifs. Ensuite, nous sommes aujourd'hui dans une démarche l'outre-mer. Nous avons signé il y a un mois la déclaration donc, de Fort-de-France avec la Martinique, avec la Guyane, avec Saint-Martin, Mayotte, la Réunion, parce qu'aujourd'hui, je suis conscient, et je pense que les autres exécutifs, c'est qu'ensemble, nous serons beaucoup plus forts et on pourra mieux se faire entendre par le gouvernement, quel que soit le gouvernement. Chaque territoire a ses particularités, mais nous devrions pouvoir avancer, grouper. D'autant plus que je prends le cas où on voit le gouvernement mettre en avant l'aspect écologie, environnement, biodiversité. C'est l'outre-mer qui représente 80% de la biodiversité de la France, sans pour autant que nous ayons les retombées nécessaires. Je pense que lorsque ces différents territoires sont ensemble, cela nous donne suffisamment de force pour pouvoir agir. Et là encore, au-delà de la volonté des exécutifs, il faudrait que nous ayons autour de nous les parlementaires guadeloupéens, les parlementaires martiniquais, pour que nous puissions être plus performants. Et j'avais eu l'occasion donc de dire, moi-même, la notion d'outre-mer doit évoluer, puisque l'outre-mer, cela fait encore référence à la métropole. La métropole, c'est l'aspect colonial. Moi, je suis pour un archipel France qui comprend des territoires, même la Corse, et qui doivent se retrouver au niveau donc, de l'Assemblée et qui permettrait que chaque territoire puisse agir avec beaucoup plus d'autonomie, mais avec beaucoup plus de force. La crainte pour vous, c'est que l'électorat guadeloupéen reste dans la dynamique de rejet observée lors de la présidentielle? En fait, il y a eu cette dynamique de rejet, mais on sait très bien qui est liée à la crise, qui est liée à l'acceptation ou pas de la vaccination. Et à tel point qu'on a vu que les mêmes électeurs qui ont voté au premier tour dans un sens ont voté dans un autre sens au deuxième tour, qui voulaient manifester une contestation. Mais moi, je suis quelqu'un qui est dans la construction. On ne peut pas gérer, manager en permanence dans la dénonciation, dans la contestation. Et c'est pour cela, quand je l'explique, souvent on est très surpris, mais je suis quelqu'un de très positif et très optimiste dans le devenir de la Guadeloupe.
parce que nous aurons donc des élections législatives et pendant 4 ans, il n'y aura pas d'élection particulière. Et ce qui permettrait en quelque sorte que les pollutions que nous pouvons connaître pendant une campagne ou les postures que nous pouvons voir dans une campagne, que ces choses-là puissent disparaître et laisser la place à un véritable travail, un véritable partenariat. Moi-même, en tant que président du GUSR, nous allons prendre beaucoup d'initiatives sur des formations, sur des débats, sur des séminaires, de manière à ce qu'un certain nombre de questions majeures pour le pays, qu'on puisse connaître quelle est notre position, pour qu'on puisse connaître les valeurs, qu'on puisse connaître les objectifs que nous voulons et que nos militants, chaque militant soit en situation de pouvoir l'expliquer et le défendre ailleurs. On a bien compris que le grand chantier de cette mandature tournera autour des nouvelles relations que vous souhaitez avec l'État. Cela suppose de relancer sans tarder, j'imagine, le dossier de l'évolution institutionnelle. Il est vrai que, quel que soit l'observateur, on ne peut pas rester dans le statu quo. Qu'on veuille l'autonomie, qu'on veuille l'indépendance, qu'on veuille autre chose, il est vrai que nous tous, on arrive à la même conclusion qu'il faut faire évoluer donc les choses. Il faut que nous ayons beaucoup plus de marge de manœuvre, les élus. Il faut que certaines lois soient mieux adaptées à notre situation, à notre réalité. Nous l'avons vu pendant la crise sanitaire, la contestation par rapport aux politiques donc, de santé. Mais alors que nos statuts imposaient que les choses soient appliquées de même en Guadeloupe qu'en Martinique que sur la Bretagne. Nous avons d'autres territoires comme la Polynésie où ces territoires avaient suffisamment de marge de manœuvre et pour décider de la politique de santé qu'ils souhaitaient. Moi, je suis dans cette dynamique. Je suis dans cette dynamique de responsabilité. Et au-delà donc de ces aspects politiques et autres, on voit que l'organisation, le système, la société aujourd'hui, telle qu'elle est vue, telle qu'elle est organisée, ne favorise pas la responsabilité, ne favorise pas suffisamment donc de prise de décision au niveau des différents acteurs, que ce soit politique, que ce soit économique, sportif et autres. Et trop souvent, le Guadeloupéen, il a tendance à dire que c'est la faute à l'autre, c'est la faute aux politiques. Sur cette chose, c'est vrai, c'est la faute au patron, c'est la faute aux syndicats, c'est la faute à la France, c'est la faute à l'esclavage, c'est la faute Claude et Conce. Alors qu'aujourd'hui, je pense que chacun, qu'on soit à mon niveau ou d'autres élus, qu'on soit dans cette démarche de responsabilité. Mais la population aussi doit pouvoir se dire, je suis dans cette démarche de responsabilité. L'Osbar, il est président du département, il a une responsabilité suprême. En plus, il est président de parti qui l'oblige à avoir cette responsabilité. Mais quel que soit le Guadeloupéen, lui aussi doit apporter sa contribution. Il doit pouvoir dire oui, mais moi, qu'est-ce que j'apporte à la Guadeloupe et quelle démarche je me donne. Il faut aussi qu'on soit en adéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on puisse faire. Il s'agit donc d'agir aussi sur les mentalités. Il s'agit d'agir. Il y a un mot que je dis, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. Oui, il faut penser Guadeloupe. Penser Guadeloupe dans sa façon de créer, penser Guadeloupe dans sa façon de consommer aussi. Mais agir, c'est-à-dire si on pense qu'on doit pouvoir créer de telle manière, dans ses actions, on doit pouvoir le retrouver. Si on pense qu'on doit pouvoir consommer de telle manière, dans ses actions, on doit pouvoir le retrouver. Et c'est pour ces raisons que parfois je ne suis pas en phase avec les idées hautes, mais moi j'ai des convictions, je les affirme haut et fort. Au moins, on sait ce que veut l'OSBAR. J'ai eu l'occasion donc de l'exprimer à différentes reprises et c'est cette manière, au contraire, dans les semaines à venir, je vais encore amplifier cela et vraiment pour que nous soyons donc dans cette démarche de responsabilité, puisque en tant que responsable politique, je pense que c'est une nécessité aujourd'hui pour que nous puissions mettre en place les bonnes stratégies et qui nous permettraient de sortir sur tout un ensemble donc, de dossiers que nous traitons depuis des décennies et pour lesquels cela n'a pas pu avancer au rythme où cela aurait pu être possible. Relancer donc ce dossier de l'évolution de nos institutions, mais avec visiblement une méthode différente. Méthode différente puisqu'il est vrai, il ne s'agit pas pour nous, les politiques, qu'on puisse en parler, que la population puisse avoir ce sentiment qu'en fait ils veulent beaucoup plus de pouvoir et que c'est juste une question au niveau donc, des politiques, puisqu'on entend ce procès. Il est vrai que chaque Guadeloupéen, dans son quotidien, se rend compte qu'il est bloqué par rapport à telle situation. Il aurait voulu avancer, il ne peut pas le faire, et n'ayant pas
suffisamment l'analyse et la maîtrise du fonctionnement de la société, à ce moment-là, on dit que c'est la faute au maire ou alors la faute au président, et alors que ce n'est même pas forcément le cas. Donc, en termes de méthode, nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait le maximum de rencontres, de débats, de séminaires, d'informations, d'échanges, pour que chacun puisse se dire la fiscalité, comment je vois ça. Souvent, on va entendre dire on supprime l'octroi de mer, mais sans trop savoir quel est l'objectif de l'octroi de mer. 47% du financement des communes se fait par l'octroi de mer. Donc du jour au lendemain, vous supprimez l'octroi de mer. Comment seront financées toutes ces communes? Comment seront financées le fonctionnement? Il faut rappeler que 60% du budget des communes est consacré au personnel. Donc supprimer l'octroi de mer, expliquez-moi comment vous allez faire. Mais en plus, la protection donc, des entreprises au niveau local, c'est l'octroi de mer. Donc ce qui voudrait dire le produit guadeloupéen qui est protégé par l'octroi de mer, du jour au lendemain, il n'aura plus ce bouclier. Donc en fait, cette nécessité d'expliquer ces différents éléments. Je prends un cas, il y a 3 ans, j'avais proposé que nous ayons un fonds au niveau de la Guadeloupe, parce que nous sommes un territoire où il y a tous les risques sargasses, cycloniques, volcaniques, et qu'il était nécessaire de créer un fonds. Et j'avais proposé quel était le dispositif qui montrait avec 10 centimes sur des produits, etc., que nous puissions constituer pratiquement 40 millions. Et à l'époque, j'avais été décrié par tout le monde, y compris les politiques, des sénateurs et autres. Ma très grande satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de candidats avancer cela. Et il n'y a pas très longtemps, depuis quelque temps, j'entends des organisations comme nous mettre en avant ce fonds dont il y a 3 ans, j'avais l'occasion d'expliquer quelle était la nécessité. Donc ce sont donc des idées de ce type que moi, ce que je veux, c'est que dans les semaines à venir, au-delà de mes fonctions quotidiennes de régler les problèmes de l'MDPH du département, mais que nous puissions y travailler. Et le curseur va évoluer, puisque nous étions en réunion la dernière fois avec Saint-Martin, la Réunion, la Martinique et autres. On sait très bien que sur ce plan-là, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Saint-Martin, ils sont dans un système beaucoup plus autonome. La Réunion même qui passait pour la collectivité beaucoup plus statu quo, aussi on a vu cette évolution. La Guyane, leur congrès s'est déjà prononcé, donc il nous appartiendra également d'être dans cette dynamique. Nous allons créer la commission mixte département-région pour le congrès. Ensuite, nous allons faire beaucoup de concertation avec les autres forces politiques, avec les acteurs, les syndicats, les associations, de manière à ce que chacun puisse non pas dire je suis pour ou pas, mais que nous ayons tous les éléments, toute l'argumentation nécessaire pour pouvoir faire avancer cette cause. Merci Guy Losbard d'avoir été notre invité dans Franc Parler. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur votre chaîne locale.